Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans le débat de ce vendredi 6 février 2026. Ce soir, voici nos sujets. Le paysage de l'enseignement supérieur au Bénin s'apprête à connaître une mutation profonde avec la création récente de l'agence de téléenseignement et l'annonce ce 4 février 2026 du déploiement de blocs modulaires connectés à Cotonou, Parakou ou encore à Natitingou. Le gouvernement affiche une ambition très claire, décongestionner nos amphithéâtres et garantir une équité territoriale grâce au numérique, mais au-delà de l'infrastructure, comment réussir ce passage? Voilà la première interrogation. L'actualité est aussi marquée par le drame survenu sur l'as Malanvi-Parakou, impliquant un bus de la compagnie Baobab. Si les circonstances précises restent à clarifier, la collision avec le véhicule transportant du carburant de contrebande est une réalité, une information communiquée. D'ailleurs, ce nouvel incident qui rappelle le douloureux souvenir repose avec acuité la question de la cohabitation entre les transports réguliers et c'est bien évidemment ce qu'on appelle bombe roulante qui sillonne nos axes nationaux. Comment protéger les usagers et sécuriser durablement notre réseau routier face à ce péril? Voilà la deuxième interrogation. Et pour répondre à ces questions, les habitués du vendredi, Monsieur Nicolas Sopeta, vous êtes de profession enseignant sur ce plateau. Vous partagez avec nous vos analyses sur des sujets d'actualité. Bonsoir à vous. Bonsoir madame, bonsoir sur le plateau, bonsoir chez vous. Monsieur Innocent Godonou, vous êtes également enseignant. Bonne arrivée, bonsoir. Merci beaucoup, merci et bonsoir madame Toboula, bonsoir chez vous, chers téléspectatrices et téléspectateurs. Et aujourd'hui, vous serez avec cet Anselme Atemi qui lui est journaliste. Bonsoir. Bonsoir Angèle et bonsoir mes amis téléspectateurs. Et enfin, monsieur Briston Amoussou Guénou, également analyste politique. Bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir les amis téléspectateurs. Merci beaucoup à chacun de vous pour votre disponibilité à nous accompagner donc dans cette mission. Allez, on va commencer par le premier sujet, campus numérique au Bénin, vers la fin du calvaire des amphis surchargés. C'est une question. Alors, vous avez tous lu le Conseil des ministres. Déjà, c'était en décembre dernier que le gouvernement a décidé de mettre sur place ou sur pied, si vous préférez, une agence de téléenseignement. Le mercredi dernier, eh bien, il y a un coup d'accélérateur dans ce projet avec la mise en œuvre de ce bloc modulaire pour l'installation ou l'implémentation des campus numériques dans certaines villes avec des salles de classe. Alors, de votre position, monsieur Innocent Godonou, comment accueillez-vous cette volonté politique, on va le dire, de moderniser nos infrastructures pour répondre plus ou moins à cette pression démographique dans nos universités? Merci beaucoup, je pense que c'est une très très bonne nouvelle pour la communauté estudiantine et aussi pour l'ensemble des professeurs, en fait, les enseignants qui interviennent dans le domaine universitaire. Mais je me rappelle en 2025, il y avait eu un colloque organisé par la Banque africaine de développement auquel Madame la ministre, en fait, qui est en charge du numérique, avait participé et elle avait insisté, elle avait dit que en fait, le numérique de nos jours n'est plus une question de choix, mais que c'est une obligation stratégique, une obligation sociale et pourquoi pas une obligation vraiment politique en quelque sorte. Donc aujourd'hui, je pense que le gouvernement du président Talon est complètement en plein en fait, dans cette obligation stratégique qui est celle de moderniser le système éducatif, surtout décongestionner nos amphithéâtres qui sont parfois pleins comme un œuf, et puis là ça ne permet pas véritablement aux étudiants
de pouvoir étudier dans des conditions optimales. Là, ça reste vraiment une solution, ça reste une très, très bonne vision. Vivement que ce projet réellement prenne corps pour que la communauté estudiantine puisse en profiter. Mais là, on pense qu'au-delà de ce projet ou dans l'implémentation de ce projet, il y a un certain nombre de dispositifs qu'il faut prendre parce qu'aujourd'hui... Finalement, qu'on en vienne au dispositif ou aux dispositions, comment vous l'entrevoyez cette mise en œuvre? Comment vous la voyez venir? Non, pour moi, c'est prometteur. C'est prometteur parce que c'est un enjeu majeur qui place désormais les apprenants, les étudiants dans le contexte du numérique. Ils sont pas, ça réduit un peu la mobilité parce que aujourd'hui il y a des gens qui sont dans le Bénin profond et pour étudier ils sont obligés de descendre. Mais je pense que si ce projet arrivait à prendre corps. L'université de Parakou aussi. Hein, bon. Oui, ben, ceux qui sont à Bokoumbe, qui sont à Malanville, ils sont un peu plus excentrés. Donc, depuis leur position, de toute façon, ils peuvent avoir accès à un certain nombre de formations modulaires. Et ça va beaucoup plus leur permettre de rester dans leur milieu, en tout cas dans leur milieu habituel et de aussi vaquer à d'autres occupations. Parce qu'aujourd'hui, je pense que les réalités économiques, les réalités financières, sont aussi des exigences du temps. Et là, à côté des études, je pense qu'aujourd'hui, les étudiants aussi peuvent déjà réellement pratiquer. Donc, pour moi, c'est prometteur. C'est prometteur et ça ressente véritablement les étudiants, en tout cas la communauté universitaire, dans un contexte de modernisation. Et ça... c'est très profitable pour les étudiants. Pour les questions d'ouverture, je commence par les enseignants. Donc, Brissel, comprenez. Monsieur Sokwita, c'est à vous maintenant. Le gouvernement qui décide donc d'associer ce numérique que nous expérimentons depuis plusieurs années déjà à travers une administration complètement dématérialisée. Voilà. Cette fois-ci, ça vient dans le secteur de l'enseignement supérieur, un secteur qui connaît un grand nombre d'étudiants difficiles donc de suivre des cours au vu de l'effectif, etc. Là, l'initiative démarre avec un campus numérique, l'implémentation de certaines salles pour permettre ce téléenseignement. Vous, de votre position, comment accueillez-vous cette volonté politique? Bon, moi, je note que nous sommes en face d'un régime qui est en fin de mandat et qui a fait 10 ans à chercher les solutions aux différents problèmes qui minent la société béninoise, notamment dans le système de l'éducation. L'un des vrais problèmes auxquels les universités du Bénin ont été confrontées de tout temps, c'est le problème d'amphithéâtre, avec la pléthore des effectifs et même de mobilier dans ces amphithéâtres-là, où on s'asseyait à même le sol ou sur des briques. Vous connaissez certainement les histoires des agoras, c'est ça je crois, hein? Sur le campus, où on allait dans les forêts prendre les cours. J'ai subi cela avec le professeur qui vient sa voiture et qui se pose sur le tapot de sa voiture pour lui donner son cours. Et nous, étudiants, on est debout, on est assis sur les tas d'ordures pour apprendre. Alors, donc, même le sol, parfois, le tas d'ordures. Moi, je ne me suis jamais assis sur un tas d'ordures, monsieur Sokwita. J'ai connu les cours dans la forêt, mais bon, je ne me suis jamais assis dans un tas d'ordures. Mais bon, vous pouvez continuer. De toute façon, on a vécu des situations de ce genre-là sur nos campus. Les gouvernants successifs ont essayé de trouver solution à la chose. Les amphithéâtres, c'est ce qui manque et ce qui manque cruellement dans les campus aujourd'hui. Alors, si c'est en fin de mandat, on a pu trouver la solution du numérique, moi je pense que il vaut mieux tard que jamais trouver solution quand même au problème. Et je pense que c'est une solution. Et comme l'a rappelé Innocent Godonou, on peut se dire que oui, ce gouvernement comprenait les enjeux de notre temps,
la formation, le gain du temps dans la formation, qu'on appelle-t-on, sont autant de facteurs qu'il faut prendre en compte dans les projets, dans la modernisation donc, du système éducatif. Et donc, bravo, si on a compris qu'il faut passer par cette solution du numérique pour réduire la pléthore des effectifs dans qu'on appelle dans les amphithéâtres. En tout cas, pallier la situation. Pallier la situation des amphithéâtres. Je pense que c'est une bonne chose, mais la praticabilité, la mise en œuvre concrète, de cette solution, je reste à déterminer. Et moi, je souhaite qu'on aille vite. Je sais qu'on n'est pas dans ce gouvernement, on a l'habitude de vraiment mûrir les réflexions autour des projets avant la mise en œuvre. Je veux bien croire que ce n'est pas une propagande de fin de mandat. Pourquoi l'intérêt? Non, pardon, on a les... Pour un homme qui ne remet pas son mandat en jeu... Non, je suis désolé. Je suis désolé, il y a son dauphin qui est en jeu. Je pense qu'il faut voir tout ça là. Et que ce ne soit pas une propagande de fin de mandat pour, encore une fois, nous tromper la vigilance de la masse. Je voudrais que ce soit concret. Avant le départ du chef de l'État, on applaudira dès que c'est fait et que c'est du concret. Voilà. D'accord. Monsieur Amoussou Guénou, on quitte le modèle classique pour une approche numérique ou hybride pratiquement, puisque le classique n'a pas disparu. Pour vous, en quoi ce passage au numérique est-il une opportunité pour l'étudiant béninois, peu importe aujourd'hui sa situation géographique, en tout cas pour ce qui est de la phase expérimentale? Bon, je crois que j'ai suivi comme tout le monde le déroulé du Conseil des ministres qui a annoncé ce que j'ai appelé une innovation majeure dans le système éducatif béninois. Rappelons que le monde aujourd'hui est un village planétaire et il faut l'interconnexion à tous les niveaux pour que les uns et les autres se sentent vraiment à l'aise dans cette manière de faire qui est aujourd'hui la norme dans le monde. Et hier, quand je dis hier, je ne parle pas d'hier, jeudi, il y a quelques années, le Bénin comptait à peine 3 500 000 habitants, où nous étions allés à l'Université nationale du Bénin, c'était l'UNB, et on a compris tout ce que vous avez développé tout à l'heure, on a suivi ça, nous avons suivi le déroulé et les recherches de solutions aux différents problèmes qui s'étaient posés. Aujourd'hui, nous sommes près de 15 millions, ou bien 12 ou 15 millions d'habitants au Bénin. Dans ce boom démographique, déjà permet de réfléchir dans ce sens pour essayer, puisque les bâtiments sont toujours presque les mêmes, mais la population a triplé ou quintuplé dans ce village planétaire, dans ce village universitaire. Donc c'est pour vous dire qu'il faille que les gouvernements réfléchissent dans ce sens, et c'est ce qui a été fait. Je pense que c'est une innovation majeure qu'il faut commencer déjà par saluer, parce que 4000 places pour les villes phares à statut particulier, pour permettre à l'étudiant de Tchoumi Tchoumi aujourd'hui de faire comme celui-là qui était un nanti, restait dans son bureau, étudiait à partir des diplômes canadiens, parce que ça se faisait en fait. Ce n'est pas maintenant, c'est une innovation qui prend encore et qui touche maintenant la veuve et l'orphelin, c'est-à-dire celui-là qui n'a pas les moyens aujourd'hui peut rester chez lui, s'interconnecter, se connecter et étudier valablement comme celui qui avait les moyens et qui avait des millions, qui restait assis dans son bureau et suivait des cours à distance. C'était une chose qui était réservée aux riches, aux nantis. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle en réalité le social, ça. Parce que quand on nous parle du social... C'est ça ici là-bas? Oui, c'est ça. Je vous dis, non, en fait, il faut mettre les trucs dans le contexte. Non, c'est pour comprendre, c'est pour être sûr. Oui, mais quand je parle du social, aujourd'hui, si tout le monde, la sensibilité à l'étude à partir de l'interconnexion, à partir de chez soi, la chose qui était réservée aux riches, aux nantis, aujourd'hui accessible à tout le monde, il faut saluer le fait. Il faut saluer l'initiative, il faut saluer ce génie-là qui permet aujourd'hui comment appelle-t-on, de donner la chance à toutes celles et ceux qui ont envie, depuis leur coin, depuis le coin de Tchoumi Tchoumi, d'aller à l'université et de se faire valoir à travers ces études, à travers ce qui est en train d'être fait, à travers cette innovation majeure que je crois qui est vraiment une œuvre salvatrice qui constitue la base même du social en fait, pour ceux-là qui ne comprennent pas encore
ce qui est en train d'être fait. Je souhaiterais que ça prenne corps vite et réellement et que les uns et les autres s'approprient le fait et que ça soit vraiment une innovation qui fasse tache d'huile dans la cité. Le procès qui est fait à cette décennie de gouvernance sous Patrice Talon et cet ancien Matemi, c'est qu'il n'a construit aucun amphi. Vous l'avez entendu, mais c'était sans compter peut-être sur les réflexions qui étaient en cours pour mettre à contribution le numérique que justement ce gouvernement, depuis son avènement, disait mettre à fond dans la gestion ou dans la gouvernance publique. Là, on nous propose voilà, des campus numériques, une solution moderne à une situation qui perdurait et dont on parlait à ne pas en finir. Oui, une solution, enfin un problème qui perdure depuis l'époque de mon très cher ami Nicolas Sokwekpe. Sokwetan. Oui. Ah, pardon d'avoir mal prononcé. Je dirais simplement Nicolas. De mon cher ami Nicolas, qui depuis son époque a peut-être eu le malheur d'étudier à l'air libre dans les agoras et parfois était obligé de rester près de tas de feuilles qu'on pourrait appeler tas d'ordures ou ce que vous voudrez. Mais vous savez, ce problème a commencé par avoir de petites solutions déjà au niveau de l'université, je dirais d'Abomey-Calavi, lorsque les modules ont été créés. Et vous et moi avons eu la chance, quand nous avons eu notre époque d'université, de faire les cours dans les modules. Nous avons également subi les agoras, soyez rassurés. Mais Dieu merci, nous, on n'est pas resté sur des tas de feuilles. On est resté debout. Certains trouvaient de petites briques, se posaient là-dessus. Et même parfois en amphithéâtre, il fallait se réveiller très tôt, être là-bas à 6 heures, trouver la brique sur laquelle on doit se poser et veiller à ce qu'on ne quitte pas la brique de l'œil pour pouvoir avoir une place assise dans l'amphithéâtre et tout le reste. Mais je voudrais rester sur un référent que vous avez abordé dans vos propos en me lançant tout à l'heure. Vous avez parlé du numérique. Vous avez parlé du fait que depuis 10 ans, et nous l'avons vu depuis une dizaine d'années, le côté numérique, la digitalisation a pris une certaine allure dans la politique du gouvernement Patrice Talon. Et on a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Vous avez parlé tout à l'heure de dématérialisation. Et aujourd'hui, on vient au niveau du système éducatif, on s'attaque un peu à l'université, l'enseignement supérieur, et on fait une phase pilote, une phase d'expérimentation. Et moi, je suis content d'une chose. La première chose dont je suis content, c'est, pour commencer, on prend un lot de 4000 places qu'on rend disponibles. Donc, les choses se feront dans les villes d'Abomey-Calavi, de Cotonou, de Porto Novo, de Parakou, de Natitengu également. Vous voyez, on a pris... Ça fait 5. Ça fait 5. Oui. Mais ce sont des communes particulières pour moi, parce que quand on va au nord, qu'on prend Parakou et qu'on prend Natitengu, c'est de bonnes références. Quand on vient ici au sud, qu'on est à Cotonou, qu'on est à Porto Novo et qu'on est également à Abomey-Calavi, ce sont de belles références. On prend 4000 places qu'on met à disposition pour faire une sorte d'expérimentation. Pour moi, c'est bien. Mais je voudrais qu'on puisse veiller à ce que les différentes choses qui doivent être mises en place, premièrement, pour que quand les cours seront en ligne, quand l'enseignement sera suivi à distance, qu'on n'ait pas de bug par rapport à la Justement, c'était à ce propos-là, on a fait une expérience pareille, sauf erreur de ma part, au temps de Covid. Bien sûr. Est-ce qu'on a fait le point de l'expérience? Parce qu'on a entendu... envie de dire que nous ne sommes pas à la première, mais quand j'observe l'expérience qu'il y a eu quand on a vécu malheureusement cette période de Covid, c'était des cours, on va dire en ligne, mais qui étaient relayés à partir d'une radio universitaire qui permettait aux étudiants de se connecter à cette radio-là, soit via Internet, soit en captant la fréquence de la radio pour pouvoir suivre ces cours-là. Vous voyez, donc ce n'est pas exactement la même forme.
Donc, c'est vrai, il y a déjà eu une sorte d'expérimentation de ça. On pourrait dire que ça a été essayé d'une autre manière. On peut se référer sur les acquis, les avantages de ces moments-là et également se référer sur ce qui n'a pas marché pour que cette fois-ci, ça puisse davantage mieux marcher. Mais moi, je reste persuadé que si on s'y prend bien et qu'on met ce qu'on doit mettre, qu'on fait ce qu'on doit faire, je pense que cette phase d'implémentation, d'expérimentation sera une bonne et on pourra à partir de peut-être l'année académique à venir, donc 2026-2027, on pourra à partir de cette année académique-là aller au-delà, peut-être passer, je ne sais pas, à 10 000 ou à 20 000 places disponibles pour pouvoir suivre ces cours-là en ligne. Mais je voudrais qu'on puisse y mettre la rigueur et le sérieux qu'on connaît à ce gouvernement de ce régime qui est en train de finir là, pour que ce projet-là puisse véritablement être porteur de fruits afin que, premièrement, la décongestion au niveau des amphithéâtres puisse se faire et que, deuxièmement, la qualité de l'enseignement qui est donné puisse être davantage meilleure à ce qui est déjà reçu précédemment par les différents étudiants au niveau des différentes sections de formation universitaire. Monsieur Godonou, le Conseil des ministres explique que l'implémentation justement de cette ou l'opérationnalisation nécessite un écosystème complet d'apprentissage numérique combinant des campus numériques modernes avec des salles de téléenseignement modulaires et connectées, une plateforme nationale d'enseignement en ligne, des ressources pédagogiques ouvertes et structurées. Alors, le défi, à travers cette question, comment la communauté universitaire peut-elle s'approprier justement ces outils pour éviter qu'il ne reste peut-être que de simples équipements techniques ou numériques ou tout ce que vous voulez? Merci beaucoup. Je pense que c'est un défi majeur qui concerne non seulement le gouvernement, mais concerne aussi les bénéficiaires. Alors, le gouvernement a annoncé que des mesures seront prises. Dans la prise de ces mesures, dans l'application de ces mesures, il faut forcément que, tel que le gouvernement aussi l'a libellé, puisse amener vraiment à former les acteurs. Parce qu'il y a un petit souci. Aujourd'hui, il y a des professeurs d'université, je ne suis pas en train de dire qu'ils n'ont pas la compétence numérique, mais ils ont étudié à partir d'une période donnée. Et aujourd'hui, il y a des données qui évoluent, c'est une dynamique. Et donc, il faut aussi les mettre au cœur en fait, de cette dynamique-là pour faire le upgrade, en fait, une mise à jour de ce qui doit être fait. Et là, je reviens aussi sur l'expérience qui a été faite au temps de Covid, où moi, j'ai eu à interroger un certain nombre une catégorie d'étudiants qui étaient un peu déçus. Je peux dire, ils étaient déçus parce qu'ils allaient sur la plateforme, ils ne trouvaient rien. Il y a d'autres qui trouvent exactement les mêmes choses. Ils arrivent à lire, mais il n'y avait pas un guide. Donc, il y avait un problème. Le bilan était un peu désastreux. C'est vrai que ça n'avait pas pris la forme telle que... Oui, c'était mitigé. Bon, ouais, parce que pourquoi je dis c'est désastreux? Pourquoi je dis désastreux? Parce que voilà, je vais être sûr que vous mesurez. C'est pas par rapport au gouvernement qui a voulu quand même moderniser la chose, rendre la télééducation disponible aux étudiants, mais les acteurs réellement n'ont pas été préparés pour. C'est ça justement. Peut-être de l'urgence. Oui, il y avait non seulement urgence, mais les acteurs n'ont pas été préparés pour un étudiant qui va sur un site, qui va sur une plateforme, mais qui s'attendait à avoir des modules, mais qui n'a rien. Et chaque fois on revient, il n'a rien. Et puis peut-être que là, peut-être qu'il n'y a pas aussi les moyens, il ne peut pas se connecter tout le temps avec les maigres moyens dont il dispose. On dit encore de capter, faites une chaîne, je ne sais pas s'il a aussi un poste radio, tout ça. Là, il y a ces prérequis, en fait. Il y a ces petites choses qu'il faut absolument régler. Et donc, tel qu'on le dit, la communauté doit être suffisamment formée pour que l'implémentation soit réellement une réussite. Parce que le gouvernement peut mettre à la disposition toutes les conditions idoines pour que cela soit une réussite. Mais si le capital humain n'est pas vraiment outillé, mais ce serait un chaos, ce serait un échec retentissant. Les jeunes ont à s'inquiéter de leur côté, d'autant plus que c'est une génération appelée et tête baissée. Ils sont plus peut-être mieux outillés que leurs enseignants qui vont se retrouver également sur cette plateforme. Est-ce qu'il y a
de défis au niveau des étudiants en réalité? Aujourd'hui, c'est un problème d'intérêt. En fait, si vous voyez la plupart des jeunes aller sur le net, c'est peut-être que pour des raisons plutôt personnelles, mais là, dans ce contexte, ils connaissent les voilà, procédures. Il suffit d'avoir justement, il n'y a pas cette phobie, il n'y a pas cette phobie numérique, ils n'ont pas peur parce qu'ils sont déjà habitués. Ils ne sont pas analphabètes sur le plan. Donc, je parle de la compétence numérique qui doit être acquise, non seulement pour les acteurs, c'est toujours les professeurs, faire un recyclage pour leur permettre réellement de mettre à disposition ces outils, ces formations modulaires-là disponibles aux étudiants. L'autre aspect est que je parle toujours du capital humain. Quand vous prenez un étudiant, il est boursier, il est peut-être à 420 et autres là. Quand on divise ça par 100, par 12, c'est peut-être 35 000, c'est très important. Avec ça, il peut se débrouiller, mais est-ce qu'aujourd'hui, il peut s'acheter réellement la connexion et l'utiliser 24 heures sur 24. Il faut qu'on pose réellement le problème. On n'a pas encore les détails de l'implémentation. On ne sait pas si ce sera nous sommes en train d'aider justement. Le gouvernement a pensé que les acteurs, pour que ce projet puisse réussir, il faut que les acteurs aussi soient de très bonnes conditions sur le plan financier. C'est très, très important. D'accord. Voilà. Donc, il faut améliorer aussi les conditions de vie. Et de travail, s'il vous plaît, améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants pour qu'ils soient véritablement aptes à aller vers l'outil et à l'utiliser convenablement avec les moyens dont ils disposent. Oui, vous avez déchaîné la passion des autres là. Dans l'absolu, c'est M. Sokoté, mais bon, allez-y. Non, je peux laisser la politesse et M. Nicolas peut y aller. Non, en fait, à mon sens, quand on prend cette initiative, normalement, c'est qu'on a déjà pris un certain nombre de dispositions, de mesures. Parce que quand on parle, par exemple, du campus numérique, ça suppose peut-être un site aménagé où les étudiants peuvent se rendre, où la connectivité est presque gratuite en temps normal, et donc un Wi-Fi zone, et là, ils sont là, ils peuvent se connecter. Moi, je suppose que c'est cela. Mais le problème, et que Godonou semble soulever, c'est aussi la formation au numérique des acteurs, des professeurs eux-mêmes. Comment mettre le coup à disposition et qui peut être guide sur les sites pour aider les étudiants à savoir comment faire cette connectivité. C'est vrai qu'on a des jeunes déjà proactifs par rapport à la chose numérique, mais ça reste un fait que dans certaines applications de ce qui est conçu, vous avez forcément besoin d'un guide. Oui. Bon, est-ce qu'on a prévu tout cela sur les campus numériques en question? Bon, vous disiez qu'il ne faut pas à moitié ce gouvernement. Donc, non, ça c'est une chose est sûre. Je sais que il sera difficile pour nous autres, du côté hors de ce régime-là ou de ce gouvernement-là, de leur apprendre les détails qu'il faut. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Moi, mon inquiétude reste et demeure. Et puisque vous étiez en train d'en parler, c'est-à-dire que quand vous posiez la question de savoir comment ça va se passer, moi, je pense que normalement, même là, avant même qu'une pareille décision ne soit rendue publique, c'est que peut-être déjà en principe, dans les coulisses, on entend déjà des formations. Parce que par exemple, nous, on était en tant qu'enseignants dans le secondaire, on a eu des animations pédagogiques de zone qui ont déjà évoqué le numérique, l'utilisation du numérique dans l'enseignement au second degré. Alors, comment... Peut-être qu'il en est autant pour ceux qui sont du supérieur. Vous non, juste ce que nous autres, on a déterminé, c'est l'utilisation, c'est l'utilité. À quoi ça servirait? Donc, une implémentation, une concrétisation de ce qui n'est pas de l'autre côté. Maintenant, de l'autre côté, si on est déjà allé apprendre, puisque c'était encore une fois une urgence pour ce gouvernement, parce que vous avez rappelé quelque chose, qu'un amphithéâtre construit en 10 ans, ça c'est une réalité. Et donc, je disais, pourquoi en première prise de parole, je rappelais qu'on est en fin de mandat et on a eu 10 ans à réfléchir à quelle solution il faut trouver pour décongestionner. On a trouvé cela. En temps normal, on ne devrait pas s'inquiéter de ce que, est-ce que les acteurs sont formés, et donc,
le rêve de voir que cela se concrétise devrait déjà avoir un début d'enchaînement, un début de commencement. Moi, mon sens, c'est ce qui devrait être pour nous dire que oui, en 10 ans, on a réfléchi à ça. On a trouvé solution, mais ce n'est pas de la propagande, comme je le disais, et qu'on y aille. Qu'on mette le turbo, au fait. C'est voilà, c'est ça, en fait. Ok, c'est un seul... c'est plus à vous, là. C'est un seul TV. Non, moi, je voulais dire une chose, faire un petit ajout qui est très important. Il faut retenir qu'on a cité 5 villes qui doivent être prises en compte. Il faut également retenir qu'on a dit que l'expérimentation se fera avec 4000 places qui seront rendues disponibles. Et donc, ce qu'on apprend également dans les coulisses, c'est qu'il y aura, comme vous êtes en train de l'entrevoir déjà, il y aura des classes numériques. Donc, c'est comme on est en train de l'imaginer, il y aura des zones où les étudiants se rendront par rapport à ces cours-là et ils pourront les suivre en ligne et les problèmes de connexion pourront être un peu amoindris, votre doute, votre inquiétude, parce que ça ressemblait plus à de l'inquiétude, de voir un étudiant qui a une bourse et qui doit la diviser en 12 mois en 35, et avoir 35 000 francs, devoir débourser un montant pour la connexion et exactement cela lui sera déduit. On ne va pas en retrancher ça de sa bourse. Donc, il aura juste à faire l'effort de se déplacer vers ces centres de classe numérique-là pour pouvoir suivre les cours tranquillement. Mais j'apporte de l'eau à votre moulin sur un point. Le point où il est important, il est capital de pouvoir outiller sur un point de vue du numérique, de la façon dont il faut gérer les cours en ligne exactement, par rapport aux professeurs. Parce qu'il se trouve parmi eux certains qui n'aient pas de grandes aptitudes par rapport aux techniques de l'information et de la communication, à la façon dont il faudrait faire les cours en visioconférence, etc., etc. Et je suis d'accord avec vous qu'il faut pouvoir les outiller, premièrement par rapport à ça. Secondo, je suis totalement d'accord qu'il faut pouvoir prendre les dispositions requises, de sorte à ce que les modules de cours qui ont été donnés en ligne puissent être rendus disponibles au niveau de la plateforme, si plateforme il y a, pour que les étudiants après puissent pouvoir les télécharger, les relire et pouvoir faire leurs différentes recherches avec, leurs différents exercices avec. Je suis également d'accord avec vous qu'il faut faire en sorte que ces cours en ligne puissent ressembler véritablement à des cours en présentiel. Que les étudiants, de là où ils sont, je ne sais pas, à Cotonou, à Parakou, à Porto-Novo, à Natitengu, etc., qu'ils puissent avoir l'impression d'avoir le professeur en face d'eux et que le cours est en train de donner en présentiel, que l'on puisse sentir le contact. Vous et moi avons fait des cours en présentiel et vous savez le bonheur qu'il y a de recevoir un cours en présentiel. C'est vraiment grand. Et je voudrais qu'au-delà de ce fait-là, que les étudiants puissent sentir vraiment que le professeur est véritablement présent et qu'il arrive à pouvoir percevoir le besoin de leurs étudiants. Et je voudrais également que... Oui, et c'est la dernière chose. Je voudrais enfin que ce cours puisse se faire de sorte à ce que ce soit, à mon avis, j'ai envie de dire interactif, de sorte à ce que si un étudiant ne comprend pas une chose en ligne, qu'il puisse interrompre son professeur à un moment donné et pouvoir poser la question, ou que le professeur trouve un moment dans la dispensation de son cours pour dire « Écoutez, chers étudiants, la parole vous est donnée. S'il y a des incompréhensions que vous avez, exprimez-vous. Si vous avez des suggestions, des apports à faire, exprimez-vous pour qu'on puisse mieux avancer avec cela. » Ce sont des idées que vous mettez sur la place publique, d'autant plus qu'on ne sait pas encore comment la mise en œuvre va se passer. Certainement que vous défoncez une porte déjà ouverte. Il n'y a qu'à l'œuvre qu'on verra évidemment l'artisan et on fera le point, on appréciera, etc. Mais oui, monsieur. Il n'y a pas péril en la demeure, il ne devait pas avoir d'inquiétude, puisque c'est un projet qui a été pensé sur la durée et sa mise en œuvre avec une phase expérimentale doit pouvoir donner lieu à quelques couacs que cette émission permettra, avec ce genre d'émission, ça permettra certainement d'accompagner le mouvement,
de régler ce qui est à régler et que tout soit bien. Ce qui est factuel quand même, on va finir sur ça. Oui, vous aurez la parole, mais bon, ça sera une personne. Bon, autrement, le feu. Ce qui est factuel, eh bien, c'est évidemment... Et le virtuel met fin au présentiel. On dit qu'on veut décongestionner. Donc, on doit permettre à l'étudiant même qui est dans le septentrion de suivre des cours ici. Oui, mais... Il n'est pas obligé de se déplacer. Dites de la façon dont vous le dites, ça ne va pas être possible. Je vous explique. Ah, d'accord. Mais vous avez dit qu'au Bénin, on peut préparer des diplômes même au Canada. On le fait. Je vous explique. C'est possible, on peut le faire aussi dans l'espace intérieur. Cher ami, oui. Nous avons... On va s'écouter. Nous avons des... Expérimental pour le moment. Okay. On ne transforme pas le plateau en débat de café. On s'écoute. On s'écoute. D'accord. On verra qu'est-ce qu'il faut corriger, qu'est-ce qu'il faut amender. J'ai déjà craché le feu. Bon, il l'a déjà dit. Vous voulez Non, je voulais lui expliquer pourquoi ce Parlons, n'était pas faisable. Oui. Toutes les excuses. Premièrement, nous avons l'université d'Abomey-Calavi. Il faut être inscrit à l'université d'Abomey-Calavi pour pouvoir suivre les cours de l'université d'Abomey-Calavi. Nous avons l'université de Parakou. Il faut être inscrit à l'université de Parakou pour pouvoir suivre les cours de l'université de Parakou. Si vous voulez aller au-delà et qu'on va au niveau, par exemple, de l'école normale supérieure de Porte-Novo, il faut être inscrit à l'école normale supérieure de Porte-Novo pour suivre les cours de là-bas. Donc, vous ne pouvez pas être à Parakou, ne pas être inscrit à l'école normale supérieure de Porte-Novo et vouloir suivre un cours de là. Ce n'est pas possible. Ça fait désordre. Donc, pour éviter ça, il faut que ce soit seulement les étudiants inscrits dans certaines facultés d'une certaine université qui puissent suivre ces cours-là. Donc, c'est la façon dont ça va se faire pour que ça puisse... Merci pour l'accord. Et il y aura des amendements en cours de choses là. Laissez-moi poser ma dernière question, s'il vous plaît. Je disais, l'élément factuel reste la fracture numérique. C'est vrai que c'est une phase expérimentale et que certaines villes ont été choisies pour implémenter cette initiative. Mais comment on gère cette question? Quel mécanisme? Je commence par vous, M. Soukpeta, peut-être que c'est vous qui allez nous donner des idées, puisque c'est notre contribution justement à cette initiative. Quel mécanisme de soutien pourrait être envisagé pour que l'accès à ces campus numériques soit réellement inclusif pour tous les étudiants une fois qu'il sera peut-être généralisé avec le temps? Non, moi je pense que il n'y aura même pas, à mon sens, de résistance à cela. Je pense que aussi bien les professeurs que les étudiants devraient applaudir le fait et que qu'est-ce qu'il faut faire pour accompagner, c'est que il faut que les étudiants s'entendent pour peut-être des déplacements en groupe sur les campus numériques pour suivre le cours, s'entraider autant que cela se peut lors de la diffusion du cours pour véritablement que le cours soit accessible à tout le monde, à tous ceux qui se sont déplacés sur les différents lieux. Je pense que de toute façon, nous sommes au 21e siècle hein, et en temps normal, je dis que aller à cette numérisation, en tout cas à cette façon de faire les choses aujourd'hui, ça devrait se faire facilement. Ouais. Sur la même question, oui, M. Godono. Vous êtes bien inspiré ce soir. Allez-y, je vous taquine. Je suis promoté, je suis allé voler le feu aux dieux. Alors, donc peut-être que M. Soukpeta n'a pas bien cerné au fait la problématique. On parle au fait de la fracture numérique. Bon, c'est-à-dire que la couverture numérique n'est pas encore intégrale en fait, sur le plan territorial. Aujourd'hui, je pense que le gouvernement a cette responsabilité d'implanter aussi encore, de faciliter ou de promouvoir en fait l'implantation, puisque ce sont des sociétés de télécommunications qui implantent les backbones, les pylônes pour permettre en fait l'accès, la connectivité telle que vous le pensez. Maintenant là, si on réduit aux grandes villes ou bien les communes à statut particulier, ça frise un peu de l'exclusion. Et comme vous l'avez dit, lorsqu'on va généraliser véritablement ce projet, pour que cela soit réellement inclusif, il faut que les équipements puissent être installés un peu partout sur le territoire pour que tout le monde puisse véritablement bénéficier de ce service social pour M. Amonsou Guénou et pour tout le monde. Oui, justement, M. Amonsou Guénou, vous avez la parole sur cette question-là.
Bon, moi, je n'ai qu'une... je continue de dire qu'il ne devrait pas avoir d'inquiétude. Parce que lorsque le gouvernement a lancé le projet, c'est qu'il y a eu des études en amont, c'est qu'il y a eu des phases expérimentales, c'est qu'il y a eu des professionnels chevronnés qui ont été consultés et qu'il y a eu des expertises qui ont été menées, des expériences qui ont été prises en compte pour que nous soyons à cette étape-là. Donc, je pense que nous allons croiser les bras et essayer de suivre ce qui va se passer, observer et au besoin refaire des émissions du genre pour accompagner l'initiative. C'est expéditif. En direz-vous autant, cet enseignement témis? Non, je sais que sur un point de vue numérique, l'État travaille, les ministères même du numérique et de la digitalisation travaillent également. Il y a encore pas longtemps, cette semaine même, il y a eu un colloque qui s'est organisé dans un hôtel de Cotonou et pour lequel on travaille sur une vision jusqu'à 2035, si je ne me trompe pas. Donc, des choses sont en train d'être faites pour que véritablement on puisse résoudre cette question-là qui est cruciale et qui est réelle dans notre pays. Il ne faut pas s'en cacher. Parfois, même quand vous allez dans certaines villes qui sont de grandes villes de notre pays, vous n'avez pas le réseau, vous n'avez pas la connectivité. Ça se passe même dans cette ville de Cotonou dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Il ne faut pas s'en cacher. Et même ceux qui sont responsables au niveau des réseaux et qui sont également au niveau du ministère du numérique et de la digitalisation le savent, il ne faut pas s'en cacher. Il faut résoudre véritablement le problème de sorte à ce que cette expérimentation puisse bien se faire. Donc, voilà ce que moi je dirais par rapport à ça. Et je pense que on peut leur accorder la bonne foi. On peut leur accorder la bonne foi et être optimiste et penser que ça va se résoudre. C'est vrai que tout ne peut pas se faire en un jour, hein, mais petitement, ça va se faire et j'espère véritablement que cette phase d'expérimentation sera une réussite. Notre banderole est une question, donc question à laquelle nous allons répondre. Cette initiative de campus numérique, on s'achemine indéniablement vers la fin du calvaire voilà, des amphis surchargés. Oui, c'est la question. Oui, pour moi, oui. Oui, si pour ces 4000 places, je prends un module comme les lettres modernes où les gens se retrouvent à 1000 dans l'amphithéâtre. Si il y en a 500 au moins qui sont concernés par cette prise en charge pour un cours, vous voyez, un amphithéâtre où vous avez 500 personnes, c'est plus facile de donner le cours qu'un amphithéâtre où vous avez 1000 personnes. Donc pour moi, oui, petitement, si on arrive véritablement à installer et à faire fonctionner ces classes numériques-là, oui, on s'achemine petitement et vraiment, véritablement vers la décongestion des amphithéâtres. La décongestion, M. Amsougeno, des amphis surchargés. Naturellement, si le CIE accompagne le mouvement, si cette phase expérimentale est bien gérée et bien réussie, je crois que nous nous acheminons inlassablement vers la fin de cette situation très déplorable qui prend en otage nos universités depuis la nuit des temps. Je crois que nous allons tous essayer de prier, d'accompagner le mouvement selon nos moyens, d'une manière ou d'une autre pour que les objectifs soient atteints. Parce qu'à terme, en fait, c'est l'objectif à atteindre, c'est la décongestion de nos amphithéâtres, surtout quand on parle de la FADESP, les lettres modernes, je crois que c'est la Chine populaire, et c'est là, les sciences éco. Et ces trois entités-là, je crois que nous avons du boulot là. Et les 4000 places, si on peut atteindre à 10 000 places l'année prochaine, avec un bon taux de réussite, de couverture de réussite, je crois que les objectifs seront atteints. Monsieur Sopeta? Oui, je crois que c'est en fait, tout le débat qui a été mené, j'ai pu le faire savoir que s'il y a un problème, il faut trouver des solutions. Et le vrai problème, c'était aussi le manque criard d'amphithéâtres et ce qui, naturellement, faisait bonder les amphithéâtres du monde. Et donc, si on a 4000 places, ce qui n'est pratiquement rien, excusez-moi, hein, ce qui n'est pratiquement rien dans ce qui est en termes d'effectifs dans nos universités, 4000 pour toutes les universités du Bénin, je crois que c'est pratiquement rien. Heureusement qu'on a évoqué le thème d'expérimentation. On est à la phase, on en est là. Je pense que le plus vite serait le mieux, même si on sait que, excusez-moi beaucoup, durant 10 ans, s'il y a un réseau
s'il y a un domaine orphelin, véritablement orphelin des actions de ce gouvernement, c'est le système éducatif. Oui. Et donc, oui. En termes d'amphithéâtre. Je ne parle pas seulement d'amphithéâtre, hein, de beaucoup de choses, de salles de classe dans les écoles secondaires, primaires, d'enseignants, excusez-moi l'expression, dans des conditions difficiles de vie et de travail. Donc, je crois que si une partie a consisté à aller à cette décongestion des amphithéâtres, il faut aller vite. La phase d'expérimentation, moi, je ne pense pas que c'est en temps normal, maintenant et seulement maintenant qu'on serait en train de le faire. Eh bien, si c'est le cas et que cette année, on peut mettre tout en œuvre, et pour revenir sur une question que vous avez posée, à savoir la fracture numérique, franchement, il faut aller vite. Il faut faire les choses, associer tous les cadres, les techniciens du ministère de la digitalisation, tous pour que ça soit une réussite. Parce que ce n'est pas le numérique n'est pas seulement régler les problèmes d'effectifs, mais aussi et surtout dans la qualité de l'enseignement aussi, et de l'offre éducative aujourd'hui aussi. Donc il faut véritablement aller vite pour véritablement faire profiter de cela au peuple béninois. Bien sûr. Ouais. Monsieur Godonou, c'est à vous maintenant. Merci. Bon, pour moi, ça reste un projet. J'espère que nous allons rester beaucoup plus prudents. On ne peut pas prédire exactement. En fait, si les objectifs seront atteints, je pense que des bilans mi-parcours seront faits. Comme M. Amoussou Guèye l'a dit, il y aura des couacs, il y aura des biais, on va les corriger. Mais pour moi, réellement, pour décongestionner, il faut passer de côté ce présentiel, même si c'est un présentiel numérique, puis les classes numériques, pour virtualiser réellement l'enseignement, pour que même si après inscription en ligne de l'étudiant, il peut rester aussi chez lui et avoir les modules. Et même s'il le faut, même il peut, s'il y a la possibilité, il peut même composer depuis, parce que ça se fait ailleurs, dans les paradis numériques. Bon, voilà, donc c'est justement ça la décongestion. Il faut pas lier vraiment. Non, en tout cas, c'est peut-être le représentant du petit à petit. C'est le Et président quand on du pouvoir retrouve exécutif. Nicolas dans ce rôle, ben, c'est surprenant. C'est surprenant, c'est Oui, ce mais que ce la soit. qualité, la façon dont ça a été présenté avec l'intelligence numérique, c'est tellement qu'en 2060, les étudiants seront vraiment aux anges. Rendez-vous donc à l'expérimentation, à la mise en œuvre pour faire le point et le bilan et mieux se projeter. Merci à chacun de vous. On passe maintenant à notre second sujet. Ça sera une question pour chacun de vous puisque nous n'avons plus le temps. Si le numérique donc est une solution d'avenir pour notre jeunesse, sa sécurité physique sur nos routes demeure le préalable indispensable à toute ambition de développement. Vous le savez, mesdames et messieurs, l'actualité ces dernières heures est assombrie plus ou moins par le drame de Malanville. La compagnie Baobab, dont l'un des bus a été impliqué dans une collision suivie d'un incendie, jeudi 5 février 2026, a apporté des précisions sur ce sinistre et présenté des condoléances aux familles éplorées. Selon les faits et les images qui nous sont parvenues, le bus qui assurait la liaison Malanville-Parakou est entré en collision donc avec un camion transportant du carburant de contrebande. Ce n'est malheureusement pas la première fois que ce commerce illicite, ce commerce fait des victimes sur nos axes. Je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas ici de chercher des coupables, encore moins de faire le procès de qui que ce soit. Ce plateau n'est d'ailleurs pas la tribune. En nous inclinant devant la mémoire de la victime, nous allons plutôt, avec vous, chers invités, réfléchir en quelques minutes, puisque nous n'avons plus le temps, à des propositions concrètes pour sécuriser définitivement nos routes face à ce que nous appelons désormais, en tout cas ce que nous appelons bombes roulantes. Alors je commence par vous, c'est Anselme Atemi. Nos routes nationales voient cohabiter transport légal et flux à haut risque. Vous, quelle solution préconisez-vous pour sanctuariser les trajets des voyageurs et conserver nos routes? Premièrement, il faut que les conducteurs de ces véhicules-là puissent être davantage, premièrement, sensibilisés sur le code de la route, qu'on puisse véritablement vérifier et qu'ils aient les aptitudes pour conduire ce type de véhicule-là, parce que ne conduit pas ce véhicule-là qui veut, il faut avoir vraiment le certificat qu'il faut pour pouvoir le faire,
que l'on puisse également s'assurer que sur la route, qu'il n'y ait pas de, je veux dire quoi, de barrières qui pourraient causer des accidents avec X ou avec Y, que l'on puisse véritablement vérifier cela. Moi, je suis davantage peiné que ça puisse être encore un véhicule de contrebande qui soit impliqué également dans cet accident-là. Au-delà du fait que ce soit avec un bus, il faut véritablement que l'on puisse trouver la véritable solution à cette gangrène-là qui est en train de davantage tuer nos frères et nos sœurs sur les routes et ailleurs. Et pour moi, la solution de la construction des mini-stations est une bonne solution. Il faut davantage en construire dans toutes les communes du Bénin. J'ai envie même de dire... Oui, mais pour alimenter ces mini-stations, il faut bien transporter le flux. Oui, le flux qui est transporté pour alimenter, le fluide qui est transporté pour alimenter ces mini-stations-là est transporté de façon totalement sécurisée. Moi, j'ai observé une mini-station qui était en train d'être approvisionnée une fois et je trouve que de cette façon d'approvisionnement-là est beaucoup plus sécurisé que attacher des bidons d'essence sur des motos ou en mettre dans des tricycles ou encore dans des camionnettes ou des camions pour pouvoir les transporter. C'est hyper dangereux. Le véhicule en cause cette fois-ci, c'est un camion avec beaucoup, en tout cas, de marchandises, on peut le dire comme ça. De la mauvaise marchandise. Tout à l'heure, quand vous étiez en train de présenter votre introduction sur ce sujet-là et que vous avez hésité à dire que c'était un commerce illicite, je me suis dit pourquoi est-ce que vous avez hésité à dire illicite? C'est totalement illicite, c'est un commerce totalement illicite et très dangereux, criminel même, j'ai envie de dire. La preuve, c'est qu'il y a une victime, une perte en vie humaine par rapport à ça. Je pense que on est en train de pouvoir trouver, en caressant un peu dans le sens du poil, la solution à cette affaire de contrebande. Mais il faut, pour ma part, véritablement taper du poing sur la table et prendre les meilleures décisions pour que cette affaire-là arrête de faire des victimes, malheureusement, dans notre pays. Donc pour moi, la meilleure solution serait d'impliquer la rigueur à toutes ces personnes-là, de sorte à ce qu'on ne puisse plus faire des transports de l'essence, de contrebande aussi, insécurisée, j'ai envie de dire. C'est à vous. Oui. Quelle solution vous préconisez? Peut-on en arriver à un transport, pourquoi pas un camion-citerne de ces produits? Vous savez, la sécurité à 100% n'existe nulle part et dans aucun domaine. Je me souviens, quand j'étais encore à la gendarmerie, il y a eu ces situations qui s'étaient posées avec acuité. Il y avait eu un grand cercle de réflexion qui avait été initié par le ministère de l'Intérieur en son temps, qui composait des gendarmes, des policiers, des sapeurs-pompiers, en tout cas une élite chargée de réfléchir sur la question. Et il faille maintenant qu'on repense encore à cette façon de voir la chose, où il avait été suggéré, si j'ai bonne mémoire en son temps, que ces gens de transport se fassent à des heures données, de la journée ou de la nuit, et qu'en ces heures de ça soit canalisé. Et on avait fait des recommandations, en tout cas des suggestions au niveau, vers le gouvernement, pour que des routes soient construites, des routes soient construites parallèlement à ceux utilisés par les usagers ordinaires, et que ces camions-là prennent ces routes-là comme choses de transport. Donc voilà des réflexions qu'on avait eu à faire en son temps. Mais qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui? Je ne saurais le dire. Mais je pense qu'il faut que des professionnels de la chose s'asseyent pour concevoir une bonne réflexion afin d'endiguer le mal et trouver vraiment la solution idoine qu'il faut pour que nous ne parlions plus au quotidien de ces genres de situations déplorables qui endeuillent des familles presque tous les jours. Je vous remercie. Monsieur Sopé, c'est à vous. Oui. Je pense que le commerce de l'essence frelatée est un vrai problème chez nous, au Bénin. Et depuis très longtemps, les régimes ont eu à chercher des solutions à cela, mais n'ont pas pu. On a même eu un régime ici qui a combattu la chose avec force, mais qui n'a pas pu parvenir à bout. Et je pense que l'une des solutions, c'est ce que préconisait M. Atemi,
et le gouvernement qui a déjà commencé ça, les mini-stations. Et quand vous allez vous monter vers Semekoudi, vous constaterez aujourd'hui que au bord des voies, c'est plus rare de trouver au bord des voies, c'est plus dans les vents qu'on retrouve. Mais le problème ne se pose pas forcément seulement au niveau de l'entreposage. Le problème se pose au niveau du transport. C'est le cas dans tout le monde. Voilà. Et une solution, comme l'a dit déjà M. Amosou Guenoun, c'est les heures de transport. Ça, c'est très important. On a vu au niveau des camions, on avait à Cotonou dit à une certaine heure, on ne veut plus voir des gros porteurs circuler. On peut aussi faire la même chose pour ces gens-là qui doivent, à une certaine heure, ne pas du tout se mettre dans la rue. Surtout à des heures où la circulation est dense. Parfois, quand vous êtes sur la voie et vous voyez ces gens-là venir, vous priez tous les dieux des cieux pour qu'ils vous dépassent dans une certaine sécurité. Parfois, on a peur de s'approcher d'eux. Pourtant, c'est des gens, une fois sur ces motos ou encore dans ces voitures, roulent à des vitesses incroyables. Et ça pose aussi le problème de la formation, de comment conduire ou transporter ces genres de choses. Et donc, il faut mettre tout le monde à contribution pour qu'on puisse trouver les solutions. Le plus rapidement serait le mieux. Je pense qu'une des solutions a été initiée déjà par le gouvernement, les mini-stations. Et bien, le problème de transport va se poser. Il faut effectivement mettre les forces de l'ordre, qu'on appelle les forces de sécurité, à contribution pour que, si les heures sont définies, il faut qu'on arrête tous ceux qui vont entraver ces heures-là et que nous puissions circuler librement sur nos routes. Bon, il faut dire que quelle que soit l'heure, pour le cas d'espèce, les bus vont circuler parce que ces compagnies de transport font également le transport dans la nuit. Et c'est là peut-être la vigilance des uns et des autres entrera en jeu. Oui. Monsieur, les routes qui seront définies, proposiez-vous tout à l'heure, d'un couloir. Voilà, merci. Monsieur le Don Stavo. Je pense qu'on ne va pas se laver la face au Bénin en attendant que les mini-stations, les stations ne soient complètement implantées, en tout cas pour couvrir le territoire. L'informel complète le formel. Et c'est ça qu'on est en train de faire. Pourquoi on en parle? Parce que même le camion dont on parle, il était stationné et il y avait les formalités douanières qu'il voulait remplir. Donc cela veut dire qu'on comprend clairement. On ne va pas trop criminaliser cela. Le problème ici, c'est que c'est les conducteurs. Il faut installer des systèmes, des mécanismes de contrôle, des capacités psychomotrices. Parce qu'il arrive des fois que le chauffeur atteint le seuil de fatigabilité. Il faut installer, c'est le pouvoir, je pense que c'est le gouvernement qui doit pouvoir le faire, des éléments pour... C'est ça? Non. C'est-à-dire qu'il y a des systèmes qu'on peut installer et déjà si il y a un problème de lucidité, ça peut... Okay, voilà, vigilance du conducteur, on doit pouvoir signaler. L'autre chose, aujourd'hui, je pense que le Bénin est en train d'oser, il faut des radars de surveillance. Il faut installer des radars de surveillance au niveau de nos voies. Et s'il le faut, des drones aussi de surveillance. Parce que là, il y a aussi, sans oublier aussi des hélicoptères qui doivent faire le contrôle ou bien la surveillance. Oui, parce que la police est dotée quand même d'un hélicoptère aujourd'hui. Donc, 4 hélicoptères, toutes mes excuses. Et donc, on peut utiliser à profit ces vecteurs pour contrôler un peu tout ce qui se passe sur la voie et alerter. Donc, les solutions doivent être des solutions préventives. Merci à chacun de vous quand même pour ces idées, pour donc, on va dire, réduire ces situations à nouveau. Nous nous inclinons devant la mémoire de la victime de cet incendie survenu donc jeudi 5 février 2026. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce programme, le débat de ce 6 février 2026. Merci monsieur Brice Amosou Guenoun, merci monsieur Nicolas Sepeta, merci monsieur Innocent Godonou et merci cet Anselme Atemi. Merci à vous surtout de nous avoir suivis. Le programme se poursuit. Nous rappelons que toute opposition reste disponible sur nos plateformes numériques. E-Télé avec vous. Pour vous.